Alors, il s'agira de 3 présentations qui vont porter sur la vaccination scolaire contre les VPH qui ont été réalisées en août 2019. Alors, après les 3 présentations, les objectifs à l'écran seront atteints. Alors, pour cette première présentation, on va surtout viser à expliquer la pertinence du programme de vaccination contre les VPH. En premier lieu, on va regarder le fardeau associé au VPH. Alors, les infections au VPH sont vraiment très fréquentes dans toutes les populations et ça représente l'infection transmissible sexuellement la plus fréquente. Avant les programmes de vaccination contre les VPH, environ 70% et même parfois plus de la population était infectée par au moins un VPH au cours de sa vie. La transmission est surtout sexuelle et même lors de contacts peau à peau, ça peut être suffisant pour transmettre les VPH. Seulement une petite porte d'entrée peut être suffisante pour laisser entrer ces virus. C'est très facile à propager. Souvent, c'est inconnu de celui qui l'a et généralement, ça ne crée pas de symptômes. Le principal facteur de risque, c'est le nombre de partenaires sexuels. Est-ce qu'il y a aussi possibilité d'une transmission non sexuelle? C'est théoriquement possible, ça n'a pas été confirmé par les données. Donc ici, on parle de, par exemple, certaines questions avaient été survenues. Est-ce qu'il pourrait y avoir transmission via les bols de toilette ou des objets ou des vêtements? Ce n'est pas bien démontré. Clairement, le risque principal reste les relations sexuelles. Une étude réalisée ici au Québec, à Montréal, auprès de jeunes couples, a montré et a bien confirmé que le principal facteur de risque pour avoir des infections à VPH, c'est bien le nombre de partenaires sexuels. Donc, on voit sur cette image que si les deux partenaires à l'intérieur d'un couple avaient eu chacun plus ou 10 partenaires, ils avaient 100% de détection de VPH lors du prélèvement. À l'inverse, si deux partenaires en étaient à leur première vie sexuelle, au début de leur vie sexuelle, ou qu'ils n'avaient eu un seul partenaire avant, les infections à VPH, on voit à gauche, en bas de la diapo, étaient très peu fréquentes. Est-ce que le condom fonctionne? Cette même étude réalisée à Montréal, d'autres l'ont montré aussi, aide à diminuer le risque de transmettre des VPH, mais n'est pas suffisant. Alors, dans cette étude-là, on voyait que l'utilisation régulière du condom permettait de réduire d'environ 27% le risque d'avoir des infections à VPH. Par contre, le port du condom demeure excellent pour prévenir d'autres infections transmissibles sexuellement et aussi une grossesse qui ne serait pas désirée. Ce ne sont pas toutes les personnes infectées, heureusement, qui vont développer des symptômes ou des conséquences négatives après les VPH. Donc, en général, 80-90% des gens qui seront infectés par un VPH vont être en mesure d'éliminer ce virus après environ 2 ans. Présentement, on n'a pas de moyen pour savoir qui ne sera pas en mesure de l'éliminer. On sait qu'après une infection naturelle, certains vont développer une immunité qui va les aider à au moins ne pas être réinfectés à nouveau par le même type de VPH. Environ une femme sur 2 développerait des anticorps mesurables après avoir fait l'infection. C'est plus faible chez les hommes, ce qui pourrait expliquer qu'ils peuvent se réinfecter davantage et un peu de façon égale au cours de leur vie parce qu'une infection naturelle semblerait moins les protéger contre une future nouvelle infection par les mêmes types. L'épidémiologie de cette maladie-là, de cette infection au VPH, a d'abord et surtout été décrite en lien avec le cancer du col. Et donc, les premières données et les données les plus nombreuses portent chez les femmes. Par contre, de plus en plus de données, d'études sont publiées, portent également sur les VPH chez les hommes et entre autres la démonstration maintenant bien faite que les infections à VPH peuvent causer des cancers à d'autres endroits de la sphère anogénitale et également au niveau oral. Donc, il y a au-delà de 100 différents types de VPH, à peu près une quarantaine peuvent infecter les muqueuses génitales, anales et orales.
Les types 6 et 11 causent la majorité des condylomes, qu'on peut appeler aussi les verrues génitales. À peu près une quinzaine de types sont associés aux différents cancers qui sont donc possiblement causés par les VPH. Le principal type responsable demeure le VPH 16, le second est le VPH 18. Donc, vous avez à l'écran les différents cancers qui peuvent être associés au VPH et également du côté droit, les VPH qu'on dit à plus faible risque de cancer peuvent par contre donc causer les condylomes et aussi une maladie rare mais invalidante, la papillomatose respiratoire récidivante qui est un peu comme si on avait des verrues, des condylomes au niveau de la gorge qui peuvent grossir et peuvent même obstruer la capacité à respirer. Cette papillomatose peut nécessiter des chirurgies et parfois même plusieurs chirurgies pour pouvoir se libérer de ces verrues. En général, on n'en meurt pas, mais ça peut être très morbide. Comme je le disais plus tôt, notre connaissance de l'évolution naturelle de la maladie est particulièrement bien connue en ce qui concerne l'évolution vers le cancer du col. Donc, on a dans cette image l'évolution vers l'infection qui peut donc s'éliminer et revenir à l'état d'un col utérin normal ou malheureusement persister et évoluer vers une lésion précancéreuse et si elle n'est pas dépistée et traitée, peut évoluer en lésion invasive de cancer. Cette évolution-là prend plusieurs années. Les cancers représentent, on pourrait dire, la pointe de l'iceberg. Donc, encore cette année, on a un peu moins de 300 nouveaux cas de cancer, du cancer du col utérin, qui sont diagnostiqués à l'état du cancer, malgré le dépistage en place depuis plusieurs années. Et le cancer est peut-être un nombre moins élevé, mais à chaque année, environ 3500 femmes avant l'ère de la vaccination recevaient un diagnostic de lésion de haut grade, donc un pré-cancer. À peu près 50 000 femmes avaient à chaque année des résultats anormaux aux tests de dépistage pour un peu plus d'1 million de tests de dépistage du cancer du col réalisés à chaque année. Donc, ce sont les différents cancers qui ont été associés jusqu'à maintenant au VPH. J'ai mis en bleu et des points d'interrogation pour les cancers de la cavité orale, donc de la bouche et du larynx. Donc, il n'y a pas encore de consensus à savoir si réellement certains cancers sont causés par les VPH. Si c'est le cas, c'est dans une proportion plus petite que les autres, où il a été bien démontré qu'une proportion allant de 50 à pratiquement 100% des cas de cancer, si on parle du col de l'utérus, sont associés au VPH. Le type 16 est celui qui touche qui cause les cancers en premier lieu, c'est celui qui malheureusement persiste, pour lequel c'est plus difficile de s'en débarrasser et qui amène donc plus souvent des lésions précancéreuses et cancéreuses, particulièrement chez les hommes. C'est le type 16 qui explique la grande majorité des cancers. Chez les femmes aussi, mais pour la sphère génitale, chez les femmes, donc pour les cancers du col, de la vulve, du vagin, d'autres types, particulièrement les types à haut risque qui sont inclus dans le vaccin non-avalant, sont responsables des autres cancers du col, autres que le 16, et des autres cancers génitaux. Dans cette étude, je trouvais intéressant de montrer que c'est malheureusement, après quelques années, on peut, si on est infecté par un VPH, particulièrement le type 16, eh bien, l'infection peut persister et évoluer vers une lésion précancéreuse. Ici, dans l'étude, ils ont regardé les lésions de haut grade, qu'on peut appeler aussi les CIN3, où certaines étaient même rendues à une lésion cancéreuse, après 12 ans, la détection d'infection à VPH. Alors, si par exemple, la personne avait eu un VPH de type 16, eh bien, 1 sur 3 avait 12 ans plus tard une lésion précancéreuse de type 3 ou un cancer. Le type 18 ou le type 31 amenait aussi des lésions, mais dans une moins grande proportion. Si on avait une infection qu'on appelle persistante, donc 2 tests, par exemple pour le 16, qui étaient positifs, donc 1 sur 2, 12 ans plus tard, avait une lésion précancéreuse ou cancéreuse. Si à l'inverse, on avait 2 tests VPH négatifs, la proportion était très faible, donc 3%,
avait quand même une lésion précancéreuse. Donc, probablement, on n'avait pas détecté les VPH à ce moment-là, mais on voit que la proportion était beaucoup plus faible. Donc, ce qu'on souhaite vraiment éviter, c'est une infection qui persiste, puis qui a donc une probabilité plus grande d'évoluer vers des précancers. Et ça montre à nouveau que le type 16 est celui qui est le plus, on pourrait dire, agressif. Ici, on a à une image le sommaire, un résumé, un sommaire des sites de cancer qui sont associés au VPH et donc les nombres potentiellement évitables par la vaccination au Québec. Donc, ce sont les données du Québec. Et donc, on voit que pour les femmes, c'est vraiment au niveau du cancer du col de l'utérus où il y a les plus grands gains possibles à y avoir. Et au niveau des hommes, c'est les cancers de la gorge. On voit aussi que les cancers de la gorge sont fréquents chez les femmes, également après les cancers de l'anus chez les femmes et chez les hommes, donc pourront être réduits également par la vaccination. Donc justement, cette vaccination, quels sont les vaccins qui sont disponibles contre les VPH? Au Canada, il y a 3 vaccins qui sont homologués, donc le vaccin non-avalent ou Gardasil 9, qui a remplacé le vaccin quadrivalent. Donc, ce vaccin non-avalent contient 9 types, donc les 2 types responsables principalement responsables des condylomes, les types 6 et 11, puis 7 types qu'on dit à haut risque de cancer, ceux qui se retrouvent principalement de façon plus importante dans les cancers associés au VPH, en particulier le 16, le 18, mais les suivants qui causent aussi des cancers dans une proportion moindre, mais comme je le disais, pour la sphère génitale chez la femme, qui sont quand même responsables d'une proportion importante. Dans ces 2 vaccins, non-avalent ou quadrivalent, il y a un adjuvant qui est l'hydroxyphosphate d'aluminium. Le bivalent, ou le nom commercial Cervarix, contient 2 types de VPH, le 16 et le 18, et a un adjuvant qui est le ASO4. Ces vaccins sont composés non pas du virus entier, mais d'une protéine de surface qu'on appelle la L1, qui sert à la fabrication du vaccin. Et donc, ça ne contient pas le matériel génétique, ça ne peut donc pas causer d'infection ou de lésion associée au VPH. C'est un mécanisme de fabrication similaire au vaccin contre l'hépatite B. Les vaccins contre les VPH ont montré avant leur homologation et après, suite à des études réalisées par des équipes de chercheurs, par plusieurs pays à travers le monde, ont montré vraiment une haute efficacité, même au-delà des attentes et des premières modélisations qui avaient été réalisées. Même les hauts taux d'anticorps ou l'immunogénicité, puis l'efficacité clinique très élevée de ces vaccins-là ont permis de réduire le nombre de doses de 3 à 2. Puis, il y a même des données qui montrent qu'une dose pourrait assurer une protection intéressante. Je vais y revenir plus tard. Donc ici, au niveau du cancer du col, ça redit, ici c'est des données à l'échelle mondiale, que les types 16 principalement, on le voit là, 60%, le type 16 est responsable de 60% des cancers du col, le type 18 suit. Puis, ils ont divisé comme ça parce que pour les types 31, 33 et 45, qui sont les 3 suivants responsables des cancers, il y a eu une certaine protection croisée démontrée par les 2 premiers vaccins qui ne contenaient pas ces types-là, mais qui s'apparentent aux types 16 et 18 et qui ont donc, si on était vacciné avec ces vaccins-là, on pouvait quand même espérer avoir une certaine protection croisée contre ces 3 autres types. Et c'est aussi les types qui ont été directement inclus dans le vaccin non-avalent. Puis les 2 suivants, 52, 58, viennent apporter pour le cancer du col environ 5% supplémentaires qui pourront donc être évités également. Est-ce que ça fonctionne bien, ces vaccins? Comme je l'ai dit plus tôt, donc déjà sur le terrain, on voit de grands bénéfices de ces vaccins-là, une efficacité au-delà des attentes. Ça a été mesuré également ici au Québec avec une étude qui s'appelait Pixel, qui a montré que chez les personnes vaccinées, particulièrement si elles avaient pu être vaccinées avant le début des relations sexuelles, il y avait une haute efficacité et ces filles n'avaient pas d'infection à VPH. D'autres études ont montré
déjà des réductions importantes au niveau des condylomes et même des lésions précancéreuses. Le programme québécois, qu'en est-il et quelles sont les couvertures vaccinales contre les VPH ici au Québec? Alors, en une image, ici, on a l'évolution des différentes recommandations et du programme de vaccination contre les VPH. Donc, d'abord, à gauche, on avait commencé avec le vaccin quadrivalent, le Gardasil 4, avec uniquement les filles dans le programme de vaccination. Puis, ont été ajoutées des femmes plus âgées jusqu'à 26 ans qui étaient immunosupprimées, donc il y avait un système immunitaire plus faible ou infecté par le VIH. Ensuite, les garçons ont été ajoutés, particulièrement les groupes à risque de faire des infections en VPH plus graves, même chose immunosupprimés ou VIH positif. Puis en 2016, il y a eu donc l'arrivée du vaccin Gardasil 9 dans notre programme, toujours avec 2 doses au niveau du programme scolaire, puis l'ajout dans cette même année, en 2016, des garçons en 4e année et des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, et c'était gratuit et ça l'est encore jusqu'à 26 ans. Puis en 2018, un changement de calendrier pour tant les garçons que les filles dans le programme scolaire avec l'utilisation encore de 2 doses, mais de 1 dose de Gardasil 9 et suivie d'1 dose du vaccin Cervarix. De plus, dans le PIC, on peut retrouver maintenant que même si l'homologation se termine à 26 ans pour les hommes et 45 ans pour les femmes, il y a une ouverture à administrer la vaccination chez les personnes plus âgées que ces 2 limites d'âge. Quelques données supportent cette ouverture. Par contre, il faut bien sûr que le counseling, l'information soit donnée à l'effet que si la personne est déjà active sexuellement, elle pourrait quand même avoir des lésions qui suivront la vaccination, puisque malheureusement, la vaccination ne vient pas changer le cours d'une infection déjà présente. Ici, c'est directement ce qu'on retrouve dans le protocole d'immunisation du Québec. En gras, vous trouvez les ajouts plus récents de gratuité. Donc, en 2018, se sont ajoutés les garçons en 3e secondaire, une offre de vaccination gratuite. De plus, les garçons qui sont dans la rue, qui fréquentent les centres jeunesse ou qui sont sous la protection de la jeunesse ont également accès gratuitement à la vaccination jusqu'à l'âge de 17 ans. Enfin, les garçons, les filles également, ça demeure gratuit jusqu'à 17 ans pour toutes les filles. Chez les garçons qui sont, par exemple, entre la 4e année et le secondaire 3, s'ils débutaient leur relation sexuelle, on n'est pas tenu d'attendre en secondaire 3. S'ils se présentent, par exemple, ils ont l'âge d'être en secondaire 1, on peut leur offrir la vaccination gratuitement au CLSC ou selon les modalités locales et ne pas nécessairement attendre en secondaire 3. Quelles sont les couvertures vaccinales? Donc, au cours des années, depuis 2008, ça a oscillé entre 74 et 80 % de couverture vaccinale pour les 2 doses recommandées en 4e année. On a la ligne bleue qui est la vaccination, le pointillé bleu avec les petits ronds, vaccination hépatite B. Donc, la couverture vaccinale est toujours demeurée un petit peu plus élevée pour la vaccination hépatite B qui est pourtant offerte en même temps que la vaccination contre les VPH. Données intéressantes. Donc, la diapo précédente montrait la couverture vaccinale atteinte à la fin d'une année scolaire pour les filles et depuis 2016, les garçons aussi qui ont bien reçu leurs 2 doses durant l'année. Mais on sait que certains ne viennent pas à la 2e dose, étaient malades, absents ou la reçoivent un peu plus tard. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on regarde la couverture vaccinale en secondaire 3, on voit qu'à l'échelle de la province, 90 % des filles ont au moins reçu 1 dose de vaccin VPH. Donc, on voit qu'il y a eu un rattrapage en cours de route et qu'un nombre très élevé est protégé au moins en bonne partie avec 1 dose et la majorité de celles-là, donc plus de 80 %, ont reçu 2 doses.